Voilà, donc on finit le petit A. Donc ce qu'on a dit ici, hein, justification microscopique donc, de ce postulat 1. Hein, les particules qui viennent taper donc, sur la surface S le font en fait aléatoirement, une direction aléatoire, hein, de sorte qu'il n'y en a pas plus qui poussent entre guillemets globalement vers le haut que ce qui pousse vers le bas. C'est-à-dire que les composantes tangentielles en fait, de ces forces, elles vont se compenser. Et il ne restera plus que la composante normale qui va forcément du fluide vers le solide. Donc on va écrire la chose suivante pour la justification microscopique. Hein. Donc les composantes tangentielles des forces, donc F de MI vers S, hein, les composantes tangentielles donc, des forces F de MI vers S, se compensent. Alors se compensent en moyenne temporelle. Hein, je vous fais une moyenne temporelle. Évidemment, instantanément, il n'y a peut-être pas la compensation, mais sur une moyenne temporelle, il y a la compensation. Voilà, donc les composantes tangentielles donc des F de MI vers S hein, se compensent. Donc en moyenne temporelle, hein, car les vitesses des particules MI sont aléatoires. Non, car les vitesses des particules MI sont aléatoires. Voilà, les composantes tangentielles des F de MI sur S se compensent donc, en moyenne temporelle, car les vitesses des MI sont aléatoires. Voilà, donc, hein, d'après l'équation qui relie donc, les variations de vitesse à la force, hein, on peut avoir des propriétés sur la force en connaissant les vitesses, sans connaître finalement la nature de la force. C'est pour ça que cette équation est très importante. Voilà, alors on peut passer donc, au paragraphe suivant. Donc le petit b, hein, postulat 2, que j'ai écrit ici. Alors, on va noter la chose suivante. Hein. Voilà, on considère donc hein, des fluides. On considère des fluides, gaz ou liquide, hein, on considère des fluides de volume assez petit. Alors, c'est-à-dire que l'atmosphère en particulier, c'est pas un fluide de volume assez petit. Donc, voilà, si on veut avoir une définition simplifiée de la pression, il faut considérer que le fluide n'est pas une extension spatiale trop grande. Donc, on considère donc, des fluides, gaz ou liquide de volume on va dire, assez petit, hein, et une surface S plane hein, d'un solide, donc plongé dans le fluide. Hein, et une surface S plane, comme tout à l'heure, hein, une surface S plane, donc d'un solide, donc plongé dans le fluide. Voilà. D'accord. Donc je vais considérer le rapport. On considère le rapport résultante donc, des forces de pression, on peut écrire FP, hein, FP, la résultante des forces de pression s'exerçant sur S, d'accord. Ça c'est un vecteur, et je vais diviser par l'aire de S. Bon, je crois que là c'est plus possible. Alors j'ai comme le stylo qui fonctionne. Voilà, divisé par l'aire de S, pour être précis. Hein. Voilà, donc alors ça je vais le prendre en norme ici. Donc je prends la norme de la force exerçant sur S divisée par l'aire S. Alors ce rapport, hein, le rapport qui est ici, c'est un scalaire d'abord. Hein. Donc voilà, j'ai pris une norme. Hein. Donc c'est un scalaire qui ne dépend hein, ni de la forme de S, ni de l'orientation de S, ni de l'aire de S, enfin, ni de l'aire de S, on va dire, voilà, tant que le volume du fluide est assez petit. Donc ce rapport, c'est un scalaire hein, qui ne dépend ni de la forme de S, ni de l'orientation de S, ni de la surface de S, l'aire de S. Hein, voilà. Alors, bon, on donnera une représentation microscopique plus tard. Hein. Voilà, donc ce rapport-là ne dépend, il ne dépend en fait que du gaz ou du liquide dans lequel est plongé S. Hein. Voilà, une fois que je considère un liquide donné, je plonge S, je calcule ce rapport, je peux changer S, changer sa forme, changer sa surface, changer son orientation, etc. Je verrai que ce rapport est toujours le même. Hein. Voilà, donc ce rapport ne dépend que du fluide. Voilà, ça ne dépend pas non plus de la position de S, hein. Donc ça ne dépend ni de la forme, ni de l'orientation, ni de l'aire de S, ni de la position de S dans le fluide. Voilà. Et donc ça, par définition, ben, c'est la pression du fluide. Voilà, par définition, c'est la pression du fluide.
définition, c'est la pression du fluide. Voilà, donc une pression, hein, en termes donc, de dimension, hein, c'est la pression du fluide. J'ai un petit p au grand P. Hein. Voilà, donc ça c'est la définition, c'est la pression du fluide. Voilà. Donc en termes de dimension, hein, la pression, donc, c'est une force sur une surface, sur une aire. Voilà. Donc en termes d'unité, on va prendre une autre unité, c'est des newtons par mètre carré, newtons par unité de surface. Voilà, force sur une aire. Voilà. Alors, bon, on va donner. Alors, est-ce qu'on donne tout de suite l'interprétation microscopique? Alors, on va finir avec ça. On va finir avec cette notion de dimension. Hein. Voilà, donc dimension d'une pression, c'est par définition donc une force sur une surface. Donc, c'est des newtons par mètre carré. Et donc, l'unité, alors, c'est pas des newtons par mètre carré, mais ce sont des pascals. Parce que notre célèbre Pascal a donc été l'un des premiers à faire des études sur les fluides. Donc 1 newton par mètre carré, c'est 1 pascal. Voilà, symbole PA. Hein. Alors, est-ce qu'on peut comprendre ça? Hein. Bon, on peut comprendre, si vous voulez, ce qui est important. Enfin, un aspect, c'est que si je double la surface S, ça veut dire que si ça ne dépend pas de la surface S, alors si je double S, je vais forcément doubler la force de pression. Et donc finalement ce rapport-là restera le même. Alors ça peut facilement se comprendre. Si on double S, on va doubler le nombre de collisions qui vont avoir lieu sur S. Et donc si on double le nombre de collisions, comme le fluide est homogène, etc., hein, en fait on va exercer une force 2 fois plus grande. Hein, il y aura 2 fois plus de collisions, des particules qui sont de même nature, qui ont les mêmes vitesses, etc. Donc si je double S, je double la force qui s'exerce sur S, donc ce rapport-là ne dépend pas de S. Hein, voilà. Donc c'est surtout ça qui est étonnant. Après, bon, voilà, il se trouve que ça ne dépend pas de l'orientation. Hein, ce qui peut paraître, soit on est perpendiculaire à la gravité ou parallèle à la gravité, la distribution en fait, des vitesses du fluide n'est pas influencée par la gravité. Hein, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que voilà, les molécules s'agitent en tout genre, s'agitent en tous sens dans un fluide et que finalement voilà, elles vont aussi bien vers le haut que vers le bas que vers la droite vers la gauche. Hein. Voilà, c'est pour ça que cette quantité-là ne dépend pas de l'orientation de S. Voilà, pour donner cette interprétation microscopique de pourquoi on peut définir quelque chose qui s'appelle la pression. Hein. Pourquoi donc ce rapport-là ne dépend finalement que du fluide dans lequel il est plongé, hein, et pas de la manière dont on conduit l'expérience. Voilà. Voilà donc pour cette interprétation microscopique, hein, si vous voulez la noter. Alors, on va revenir sur quelques ordres de grandeur. Hein, alors, globalement, donc, qu'est-ce que je... Voilà, une unité de pression. Alors, on a aussi une unité de pression donc, dérivée, hein, c'est 1 bar. Donc, attention, c'est 10 puissance 5 pascal. Alors pourquoi donc pourquoi ce 1 bar 10 puissance 5 pascal? Alors il faut voir que la pression atmosphérique au niveau du sol, hein, la pression atmosphérique au niveau du sol, elle est voisine, hein, de 1 bar. Voilà, donc elle est de l'ordre. Voilà. Bon, je ne sais pas comment ça se mesure, hein, et la pression atmosphérique donc, au niveau du sol est voisine de 1 bar. Alors la pression moyenne, c'est ce qu'on appelle une atmosphère, mais c'est une unité qui n'est pas l'unité SI, et c'est 1,0, si je ne me trompe pas, 0,24 hein, bar, voilà, pression moyenne. Hein. Donc quand on est au-dessus de cette pression moyenne, on est en surpression, sinon on est entre guillemets en dépression. Hein. Voilà, donc en gros, on retiendra que la pression atmosphérique moyenne, c'est 1 bar, ce sera un peu sur nous. L'échelle de pression, on avait vu en chimie hein, qu'on avait toujours affaire à ces pressions de l'ordre de 1 bar ou de plusieurs bars. Si on monte en pression, on est au-dessus de 1 bar. Voilà. Voilà pour ça. Hein. Alors, une conséquence ici, c'est que, ben, justement, si je connais la pression, donc là, donc, je la connais, hein, si je pars donc, de cette équation, ça veut dire que la résultante des forces de pression hein, sur une surface S, ben, c'est égal à la pression fois S.
c'est égal à la pression fois l'air de S. D'accord? Ok, voilà. Donc ça, on va l'utiliser beaucoup en thermo. Alors l'exemple, si je prends une vitre de 1 mètre carré, si je prends une vitre, voilà, de 1 mètre carré, j'ai une force de pression qui s'exerce sur les deux faces. Forcément, c'est la même, sinon la vitre casserait. Mais quel est l'ordre de grandeur de cette force de pression? Alors pour une vitre de 1 mètre carré, la résultante des forces de pression, que je vais expliquer fois SP, et ça vaut donc 10 puissance 5 multiplié par 1 newton. Donc ça vaut 10 puissance 5 newton. Donc 10 puissance 5 newton, c'est 10 puissance 4 fois. Voilà, c'est 10 puissance 4 fois 10 newtons. Et 10 newtons, ça correspond à peu près au poids de 1 kg, d'une masse de 1 kg. D'accord? Donc la force exercée sur 1 mètre carré d'une vitre, c'est 10 puissance 4 fois le poids de 1 kg. Donc ça a la même norme que le poids de quelque chose qui pèse 10 tonnes. Voilà. Donc ça vous donne un ordre de grandeur quand même de ce que c'est qu'une pression atmosphérique. Donc c'est largement pas négligeable, parce que sur 1 mètre carré, voilà, il y a une force de pression qui est la même que celle en norme, que celle d'un poids d'un corps de 10 tonnes. Voilà. Alors, on va faire une dernière petite chose. On va justement exploiter ça. Voilà. Et on va faire un paragraphe 1.4. On va essayer de ne pas se tromper. Comment je vais le recenser? Voilà. Alors, on va parler donc d'équilibre mécanique. Bon, là, je crois que équilibre. Voilà, équilibre mécanique. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? On aura souvent à faire des choses comme ça. On aura des pistons et des cylindres en thermodynamique. Oui, parce que dans une voiture, il y a effectivement un piston et des cylindres. Voilà. Et est enfermé dans ce système un gaz. Ce gaz est subi des transformations thermodynamiques, on ne manquera pas d'étudier. Donc on a souvent affaire à des choses comme ça. Voilà. Donc ici, voilà, j'ai un cylindre, et là je vais avoir un piston mobile sans flottement. Alors ici je vais avoir un gaz, on va mettre un fluide, un gaz 1, et ici un gaz 2. Donc là c'est une enceinte, je répète, cylindrique. Et ici, donc j'ai un piston, voilà, mobile sans frottement. On retrouvera ça très souvent. On a un piston ici mobile sans frottement. Le gaz 1 ne peut pas passer dans l'enceinte, ne peut pas traverser. Le piston, évidemment, il est étanche. Voilà, il est étanche. Donc il ne laisse pas passer les molécules du gaz 1 du côté du gaz 2, etc. Voilà. Et on va se placer à l'équilibre thermodynamique, que je vous définirai un petit peu plus tard. Et l'équilibre thermodynamique, c'est en gros, c'est très simple, c'est quand il ne se passe plus rien. Donc quand tout est immobile, donc c'est en particulier le gaz est à l'équilibre, donc on est dans le cas de la statique des fluides. Donc l'équilibre thermodynamique, c'est-à-dire que tout est à l'équilibre, c'est-à-dire que le piston est immobile. Le piston est immobile. D'accord. Et si le piston est immobile, je vais pouvoir appliquer le théorème, la résultante cinétique au piston dans le référentiel grand R. Je suppose que cette enceinte, elle est fixe dans le référentiel grand R, qui est le référentiel terrestre. Voilà, d'accord. Je ne suppose pas qu'elle soit en mouvement. Voilà. Donc je vais appliquer le théorème de la résultante cinétique au piston dans le référentiel grand R, voilà, qui est le référentiel terrestre. Donc la somme des forces qui exerce sur ce piston est nulle. Alors quelles sont les forces qui exercent sur ce piston? Bon, il y a son poids. Il y a son poids, d'accord. Il y a la réaction ici de la surface du piston, d'accord, qui est orthogonale à la surface du piston puisque ça glisse sans frottement. Okay.
Et puis, je vais avoir la résultante des forces de pression exercées par le gaz 1, qui va forcément du gaz vers le solide, d'accord? Parce que la surface du piston, je peux l'assimiler à la surface petite s de tout à l'heure. Donc ici, j'ai une résistance de force de pression de la part du gaz 1, et de l'autre côté, j'ai une résultante des forces de pression de la part du gaz 2. Voilà, qui s'exerce comme ça, je ne peux plus trop le présenter. Voilà. D'accord? Voilà, ce qui me fait donc, comme le piston est immobile, son m fois gamma de G vaut 0. Voilà. Ça me fait donc que Fp1 voilà, plus Fp2 plus le poids plus la réaction du support, tout ça, ça vaut 0. Alors ça vaut 0 puisque ça c'est vertical. D'accord, si je projette sur cette direction, ça me fait à ce moment-là que P plus R vaut 0. Donc je trouve donc la somme de ces forces, la somme des forces de pression, ça paraît très intuitif, elle vaut 0, c'est-à-dire que ça pousse autant, le gaz 1 pousse autant vers la droite que le gaz 2 pousse vers la gauche. D'accord, et de sorte que ces actions se compensent. Alors je vais appliquer la formule, l'expression que je viens d'effacer. Si la somme de ces forces vaut 0, c'est que leurs normes sont égales. D'accord, elles sont opposées et de normes égales. Et donc la force de pression, c'est la pression. Donc c'est la pression du gaz 1 multipliée par l'air sur lequel s'exerce cette retour de force pression. Donc c'est l'air du piston à gauche. D'accord? Donc je vais noter grand S. Voilà, c'est l'air du piston. C'est l'air du piston, aussi bien l'air de droite que de gauche, l'air est la même. D'accord? Donc ça c'est l'air de la surface du piston grand S. Okay, donc Fp1 c'est pression fois surface, et Fp2 c'est la pression du gaz 2 multipliée par l'air du piston qui est à gauche. Voilà, l'air du piston qui est à gauche, c'est S aussi. D'accord? Voilà, donc, évidemment, je peux simplifier par S. Et donc, je m'aperçois qu'à l'équilibre thermodynamique, lorsqu'il ne se passe plus rien, si j'ai un piston ici mobile sans frottement, eh bien, je vais forcément arriver à l'égalisation des pressions de part et d'autre du piston. Donc, les deux gaz qui sont de part et d'autre seront forcément à la même pression. Voilà. Donc, d'accord, alors voilà, vous allez noter la chose suivante, moi je vais effacer comme ça. Donc ça, on le redémontrera en fait plus ou moins rapidement un peu à chaque fois qu'on aura un piston mobile sans frottement, ce qui sera toujours le cas. Enfin, sauf s'il y a un taquet qui le maintient, enfin en général, après on enlève le taquet, bon, et on va arriver donc à cette propriété, que la pression des gaz de part et d'autre est forcément la même, donc ça caractérise, donc, on va dire, alors, le piston est en équilibre mécanique, on va dire à ce moment-là que les deux gaz, en fait, l'un par rapport à l'autre, sont en équilibre mécanique. À ce moment-là, ils sont à la même pression. Voilà, donc ce qu'on peut noter, voilà, une paroi, en conclusion, une paroi solide, mobile sans frottement, sépare deux systèmes fluides. Une paroi donc solide, mobile sans frottement, sépare deux systèmes fluides. Là, j'ai pris des gaz, mais ça peut être un gaz et un liquide, une plage liquide. Paroi solide, donc mobile sans frottement, sépare deux systèmes fluides qui sont à l'équilibre thermodynamique, en équilibre mécanique, c'est-à-dire à la même pression. Qui sont donc à l'équilibre thermodynamique, eux ils sont en équilibre mécanique. C'est un aspect particulier de l'équilibre thermodynamique. Donc une paroi solide mobile sans frottement sépare deux systèmes fluides qui sont à l'équilibre thermodynamique, en équilibre mécanique, c'est-à-dire à la même pression. Voilà, une paroi donc, solide, mobile, sans flottement sépare deux systèmes fluides qui sont à l'équilibre thermodynamique, en équilibre mécanique, je vais souligner ça, c'est-à-dire ils sont à la même pression. Voilà, donc ça finit donc ce paragraphe 1 sur la pression, la définition et quelques propriétés qui nous seront utiles par la suite.